Eh bien, bonjour et bienvenue pour cette journée porte ouverte où je vous accueille. Je suis Pascal Guéné, le directeur de l'Institut pratique du journalisme, et il va y avoir dans le cours de la matinée tout un ensemble de conférences pour vous présenter les différents aspects de la formation, du concours, la formation par apprentissage à IPJ Dauphine. Mais pour commencer cette journée, je vous propose de voir une petite présentation un peu générale, à la fois en ce qui concerne le métier de journaliste, la formation du journalisme au journalisme en France et des spécificités concernant notre école de journalisme. Donc, on est actuellement dans le processus de recrutement de la 47e promotion d'IPJ Dauphine. IPJ a été créé en 1978, c'est-à-dire juste 10 ans après la création de notre université, l'université Paris-Dauphine. Et depuis 1978, nous avons diplômé plus de 2300 journalistes qui travaillent dans les médias, dans leur diversité, dans l'ensemble des médias. Le principe donc de cette présentation, c'est un peu de vous dresser un panorama, mais pour commencer, vous dire que nous sommes au sein d'une université qui s'appelle Paris Sciences et Lettres. C'est une jeune université puisqu'elle a été créée en 2011 et elle a été créée par le regroupement d'un certain nombre d'établissements qui étaient autrefois autonomes et qui sont maintenant regroupés dans ce grand pôle, donc comme effectivement nous, département journalisme de l'Université Paris-Dauphine, mais également le Conservatoire national d'art dramatique, l'école des mines, l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, l'école pratique des hautes études, etc., etc. Donc ça donne une richesse pluridisciplinaire très importante, très intéressante. Et à un moment où la société se complexifie, c'est aussi pouvoir bénéficier d'expertes et d'experts lorsque on apprend ce métier de journaliste et lorsqu'on devient journaliste en formation. C'est voilà, tout à fait intéressant de pouvoir bénéficier de cette richesse et de l'ensemble de ces appuis. Donc évidemment aussi des classements internationaux parmi les premiers, mais je vais peut-être revenir juste sur ce slide. Alors ces classements, ils ne sont pas uniquement symboliques, hein, puisque par exemple les étudiants en journalisme de IPJ Dauphine PSL bénéficient au niveau international des mêmes reconnaissances. Par exemple, si nos étudiants souhaitent, à l'issue de leur diplôme, pouvoir commencer leur carrière au Royaume-Uni, eh bien, PSL est la seule université française reconnue par le Royaume-Uni, ce qui permet d'avoir pendant 2 ans une exemption de visa. Voilà, c'est juste un petit détail, une petite anecdote, mais qui montre quand même l'importance aussi, lorsqu'on choisit une formation, du type de diplôme qu'on va obtenir à la fin. Alors, pour commencer, quelques mots sur les journalistes, ce métier vers lequel vous vous destinez. Quelques mots sur les journalistes et plus spécifiquement les journalistes français. Lorsque l'on pense au journalisme et aux journalistes, on a un certain nombre d'images qui peuvent apparaître à l'esprit, comme ici les Hommes du Président, un film un peu emblématique et qui représente d'ailleurs très bien la base du travail journalistique, qui est l'enquête. L'enquête, la vérification de l'information, et donc effectivement là on voit 2 journalistes en activité sur l'enquête qu'ils sont en train de poursuivre. Mais il y a aussi des spécificités des journalistes français, et les formations au journalisme, les 14 grandes écoles de journalisme françaises, s'inscrivent dans cette dynamique de ce qu'est le journalisme en France, avec une caractéristique, c'est qu'en 1935, le législateur a souhaité donner un statut professionnel particulier aux journalistes en créant la carte d'identité des journalistes professionnels. Qu'est-ce que c'est que la carte d'identité des journalistes professionnels? Eh bien, la carte d'identité des journalistes professionnels, c'est avant tout un outil de protection sociale du journaliste qui fait que cette profession a été inscrite au Code du travail. Donc bien sûr, ce n'est pas une profession réglementée, hein. Il n'y a aucune obligation de détenir sa carte de journaliste pour exercer cette profession. Mais lorsqu'on est journaliste dans une rédaction, on est journaliste et on y est comme salarié et non pas sous un statut qui serait, je ne sais pas, auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça. Tout ça, c'est vraiment déterminé et c'est extrêmement important.
Et pourquoi c'est important? Parce que de ce statut et de ce lien avec la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels naissent un peu les écoles de journalisme qui, dès 1956, sont reconnues et accréditées par la profession. Et ça, c'est un point très important. On va y revenir. Hein. Et donc, les étudiants en journalisme, ou plus exactement les journalistes en formation, à l'issue de leur cursus, lorsqu'ils vont intégrer après des premiers CDD les rédactions, eh bien, ils vont devenir titulaires de la carte d'identité des journalistes professionnels. Donc ça, c'est vraiment, nous, notre métier dans les écoles de journalisme, c'est d'amener les étudiants à devenir des journalistes professionnels, c'est-à-dire des gens qui exercent ce métier dans les médias, dans leur diversité. Donc ça, c'est un petit panorama, mais pour dire qu'il y a un lien entre la formation et l'emploi qui est extrêmement fort, puisque après les études de journalisme, on devient journaliste. Il y a d'autres pays où le fonctionnement est un peu différent, mais nous, on a 100% de nos jeunes diplômés qui deviennent journalistes, même si, bien sûr, comme tout un chacun, après, on peut évoluer vers un autre métier ou une autre carrière. Donc, ce qu'il est important de savoir aussi en ce qui concerne la formation des journalistes, c'est que parce qu'on est dans ce cadre tout à fait particulier, ce cadre réglementaire tout à fait particulier, il existe des formations qui sont des formations qui délivrent des cursus reconnus. Alors, contrairement à certains autres métiers, on peut penser par exemple aux écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs, il y a une commission nationale qui délivre le titre d'ingénieur. Et donc, pour s'appeler école d'ingénieur, il faut être passé au travers d'un processus de certification, au travers de la commission du titre ingénieur. Ce n'est pas le cas avec les écoles de journalisme, où tout un chacun ait le droit d'ouvrir une formation et d'appeler sa formation école de journalisme. Et c'est d'ailleurs sans doute quelque chose qui est très bien dans une démocratie où l'accès à une fonction aussi importante que journaliste, aussi importante pour la démocratie, puisse se faire aussi dans la liberté de la formation. Pour autant, et alors qu'il y a plus d'une centaine de formations en lien avec le journalisme en France, pour autant, seuls 14 de ces cursus vont être agréés par la profession et donc vont voir leur diplôme reconnu et inscrit à la Convention collective nationale des journalistes. Et ça, c'est un point très important, on va y revenir. Et pourquoi seulement 14? Eh bien parce que obtenir cette accréditation, c'est un processus très difficile, puisqu'il faut démontrer que l'on applique le référentiel des attendus de la profession pour les écoles de journalisme, donc à la fois en termes de compétences, en termes de savoirs qui sont acquis dans les écoles de journalisme. Et donc on obtient ainsi l'accréditation qui permet à ces écoles d'être des écoles qu'on dit reconnues, mais en fait ce sont les cursus des écoles qui sont reconnues. Ces 14 écoles, elles sont réunies au sein de la CEJ, qui est la conférence des écoles de journalisme. Et ces 14 formations, elles sont réparties sur toute la France. Si vous êtes ici à la journée de porte ouverte IPJ Dauphine, vous êtes sans doute déjà renseigné sur les différents concours et les différentes modalités. Mais il y a donc cette carte des formations et c'est les formations qu'il va convenir de viser en priorité. Et donc, je vais vous proposer aux participants qui le souhaitent une première question, à savoir, vous êtes ici sans doute en train de préparer des concours d'école de journalisme et donc de nous indiquer par le questionnaire combien de concours de cursus de journalisme vous pensez présenter cette année. Donc, normalement, vous avez le questionnaire qui est apparu dans une fenêtre. Alors pourquoi suivre un cursus agréé? Je vous le disais, donc ils sont inscrits à la Convention collective nationale des journalistes. Qu'est-ce que c'est qu'une Convention collective nationale de travail? C'est un document qui réglemente les relations entre les employeurs, soit d'une branche, en général, une branche d'activité, soit d'une profession, et c'est le cas des journalistes. Donc ça donne des avantages particuliers aux diplômés qui suivent ces cursus. Je dis qu'il délivre un vrai diplôme parce que malheureusement, on est dans un marché où les titres, la délivrance des titres est parfois libre, mais il y a des établissements qui mènent vers des titres qui n'ont pas de reconnaissance, qui n'ont pas de vraie reconnaissance académique.
Par exemple, pour présenter le concours, il vous faut une licence ou un grade de licence, mais il existe parfois des cursus qui amènent des étudiants à Bac+3 avec un titre homologué, RNCP ou autre, mais qui n'a pas la valeur du grade de licence et donc qui ne permet pas de pouvoir se prévaloir finalement des qualités suffisantes pour pouvoir présenter les concours des grandes écoles de journalisme. Alors le fait d'être dans ces écoles aussi, merci pour vos réponses. Je m'arrête juste un instant, mais pour voir qu'effectivement, majoritairement, vous présentez plusieurs concours, jusqu'à voilà, certains qui présentent 10 concours. C'est tout à fait courageux de votre part, mais on est autour effectivement de 4 à 6 concours qui sont présentés de cette manière-là. Alors, donc des réseaux d'anciens élèves puissants, notre réputation attire les meilleurs vacataires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les journalistes en activité qui consacrent une partie de leur temps à former les futurs journalistes, eh bien, sont normalement vont adresser leur candidature à ces cursus qui sont reconnus. Et puis nous avons des liens très structurels avec la profession au travers des conseils pédagogiques paritaires. Que sont les conseils pédagogiques paritaires? Eh bien, ce sont des représentants des entreprises de presse, des fédérations d'employeurs et des syndicats de journalistes au sein de nos cursus. Donc pourquoi tout cela est intéressant? Mais parce que ça veut dire qu'il y a toujours un lien entre la formation et l'emploi qui est extrêmement fort et extrêmement intense, puisque on est en permanence en train, effectivement, de regarder, d'étudier l'impact de l'évolution des technologies sur la profession. Ça a été le cas ces dernières années avec, par exemple, l'arrivée du data journalisme. C'est évidemment le cas actuellement sur l'impact que va avoir l'intelligence artificielle sur le métier de journaliste et par voie de conséquence sur la formation des journalistes. Lorsque on a suivi un cursus agréé, on bénéficie de certaines dispositions particulières. Et donc, par exemple, on a à l'entrée dans la carrière un meilleur niveau de rémunération. On est au sein d'une profession où les rémunérations à l'entrée dans la profession sont cadrées par un certain nombre de grilles. Et donc, ça signifie que pour les premiers CDD, eh bien, on a une meilleure rémunération. Donc voilà, alors ici, si vous lisez le texte, vous voyez qu'on parle d'un stage. En fait, ce terme est un peu ambigu, puisque en fait, il ne fait pas du tout référence au type de stage que l'on peut faire pendant le cursus au sein de l'école de journalisme, mais dans la profession de journaliste, on considère que les 2 premières années où vous êtes titulaire de votre carte de presse, vous avez une carte de presse dite de stagiaire avant d'avoir une carte de presse dite de titulaire. Donc, mais vous êtes rémunéré, bien sûr, vous avez un salaire tout à fait normal. Donc, ce terme a un peu un double sens, et là, il faut l'entendre autour de jeunes détenteurs de la carte de presse. Donc pourquoi suivre un cursus reconnu? Aussi parce que ça veut dire qu'effectivement, il y a une forme de priorité qui est donnée, au moins dans l'envoi des annonces d'emploi et des postes qui sont disponibles. Tout ça est prévu par la convention collective des journalistes. Vous bénéficiez également pendant votre cursus de la carte journaliste en formation. Donc ça, c'est un dispositif qui a été conçu avec la profession, avec la conférence des écoles de journalisme et avec la commission nationale de la carte d'identité des journalistes professionnels, ce qui fait que lorsque vous êtes journaliste en formation dans l'un de ces 14 cursus, ce statut vous est reconnu et ce qui vous facilite l'accès à un certain nombre d'événements que vous pouvez avoir à couvrir en tant que journaliste en formation à la demande de vos établissements, et également de pouvoir, voilà, dans certaines situations, par exemple si vous couvrez une manifestation, démontrer aux forces de l'ordre que vous êtes là au titre de votre formation en journalisme. Et vous disposez aussi de cette carte, effectivement, pendant les 2 années de votre formation. Donc dès la première année, on obtient sa carte de journaliste en formation.
Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point très important, d'ailleurs, c'est la période dans laquelle nous nous trouvons, puisque à la fin de la semaine prochaine, ces concours seront clos. À l'issue de la formation, d'ailleurs en cours de formation de deuxième année, les grands médias, c'est-à-dire les grands médias audiovisuels, mais aussi les grandes agences de presse, les grandes radios, vont organiser des concours de recrutement, et ces concours de recrutement sont réservés aux diplômés des cursus agréés. Donc ça, évidemment, c'est un point très important. Il en est de même pour les premiers contrats, les premiers CDD d'été. Par exemple, actuellement, les CDD France Télévisions ou TF1 ou encore Radio France sont recrutés exclusivement parmi les diplômés ou les futurs diplômés des cursus agréés. Tout ça a pour conséquence, évidemment, d'amener à une meilleure insertion professionnelle, ce que démontrent tous les chiffres de nos établissements, ce qui est assez logique, hein, dans un marché qui est quand même assez fermé, au sens où il y a relativement peu d'emplois disponibles par rapport à beaucoup d'autres secteurs d'activité qui peuvent exister dans d'autres professions. Si on parle du concours de la CEJ, du concours de la conférence des écoles de journalisme, il y a un point important aussi, c'est que les écoles de journalisme ne passent pas par la plateforme Mon Master. Donc, ça signifie que les dispositifs d'inscription aux différents cursus, mais le sondage montre que vous êtes déjà inscrit dans plusieurs écoles, ce dispositif d'inscription ne passe pas par Mon Master. Ça signifie, mais vous aurez le temps effectivement de savoir cela, ça veut dire que si vous êtes admis dans l'un ou l'une de ces écoles de journalisme, vous aurez une manipulation particulière à faire au mois de juin sur la plateforme Mon Master, c'est-à-dire vous désisterez à ce moment-là de la plateforme Mon Master, et pour votre inscription dans l'école de journalisme qui vous aura admis ou que vous aurez choisi, eh bien à ce moment-là, vous devrez télécharger ce formulaire. Moi, je vous le dis avec un peu d'avance, mais c'est un point administratif toujours intéressant à connaître. Après cette introduction, venons-en maintenant à la disposition de la formation à IPJ Dauphine PSL et les choix que nous avons faits quant à cette formation. Pour vous brosser très rapidement le dispositif de formation, puisqu'il va y avoir mon collègue Stéphane Béchaud en charge du M1 et ma collègue Pascal Colisson en charge de la formation par apprentissage consacreront un webinaire à la suite sur chacun de ces thèmes. Le principe de base, c'est que la formation, elle est une formation complètement conçue en tronc commun sur la première année. C'est-à-dire que, grosso modo, la première année, vous n'avez pas de choix d'options à réaliser, vous apprenez tous les médias et vous êtes initié à des formes de journalisme spécialisé. C'est la raison pour laquelle nos cursus sont conçus pour des étudiants ayant une licence ou un grade de licence, et plutôt un premier cycle hors journalisme, puisque nous allons être une école de journalisme, et donc ce qu'on va apprendre ici, c'est le journalisme, et ce qui effectivement permet à des étudiants, quel que soit le cursus de premier cycle qu'ils ont pu suivre, de s'épanouir pendant ces 2 années au sein de l'école de journalisme, et aussi de faire bénéficier leurs camarades des connaissances qu'ils ont pu acquérir dans différentes disciplines, les disciplines qu'ils ont suivies pendant ce premier cycle d'études. Ça, c'était sur la première année. À l'inverse, la seconde année est complètement, je dirais, à la carte. En tout cas, elle est organisée autour de 2 dimensions structurantes, à savoir le parcours. Donc, le parcours, c'est ce qui figure sur le diplôme. Donc, vous êtes en journalisme international et européen, vous êtes en parcours journalisme politique, ou vous êtes en parcours journalisme économique et social. Ça, c'est un choix, une sélection qui se fait à la fin de la première année et qui va un peu aussi déterminer la coloration de votre formation. Et dans chacun de ces parcours, bien entendu, il y a à la fois des journalistes professionnels qui interviennent et des grands spécialistes du domaine, des enseignants-chercheurs reconnus.
Et donc, c'est vraiment un enseignement pluridisciplinaire. En ce qui concerne le deuxième bloc, on va être sur une spécialisation. Donc il y a bien un parcours, le type de service dans lequel j'ai envie de travailler ensuite comme journaliste. Et puis après, une spécialisation. Et parmi les spécialisations, eh bien, 3 spécialisations assez classiquement. 2 en audiovisuel, le journalisme de télévision et le reporter radio et plurimédia. Et une plutôt sur l'écrit, écriture digitale et enquête, bien qu'en réalité, dans l'ensemble de ces spécialisations, il y a des formes d'hybridation qui font qu'on a à chaque fois un peu recours aux autres médias. Et bien sûr que, par exemple, des exercices comme le Mojo, le journalisme mobile, sont pratiqués par l'ensemble des étudiants, même s'ils ne sont pas dans une filière audiovisuelle. Donc ça, c'est la grande structuration de la formation en M2. Et donc aussi, je n'ai pas la slide là, mais aussi, on va rajouter à ça un certain nombre de ce que l'on pourrait appeler des mineurs en ce qui concerne la spécialisation. Donc des mineurs qui seront qui seront des mineurs du type journalisme culturel, journalisme de sport, journalisme police-justice et journalisme sciences, santé, environnement. Et parmi ces 4 mineurs, les étudiants vont en choisir 2, une au premier semestre du M2 et une au second semestre du M2. Puis un autre bloc de spécialisation dans lequel les étudiants vont choisir, dans cette fois-ci une spécialisation plutôt technique, à savoir d'un côté le journalisme d'agence, donc pour intégrer, tenter le concours de l'agence France Presse, le data journalisme pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'investigation au travers du data journalisme, et le IA et journalisme pour ceux qui souhaitent utiliser les outils d'intelligence artificielle comme un moyen d'augmenter, entre guillemets, d'augmenter le métier de journaliste par l'usage des outils d'intelligence artificielle. Donc tout ça pour vous dire qu'en M2, on se crée vraiment un parcours à la carte, et autant on est toujours avec les mêmes camarades dans les cours de première année, autant en seconde année, on passe d'un groupe, et ce qui permet effectivement de travailler à chaque fois avec des étudiants de parcours et de spécialisation différentes. Donc, une formation en 2 ans, elle peut se suivre soit en temps plein, soit en apprentissage, mais il faut savoir aussi que cela va impliquer une forte charge de travail. Dans l'ensemble des universités qui ont des écoles de journalisme, les écoles de journalisme sont les composantes où il y a le plus d'heures de travail et le plus d'heures d'enseignement pour les étudiants. Et ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans toutes ces formations. Donc ça veut dire qu'il faut se préparer à des années très intenses, puisque tout à la fois vous aurez à aborder les aspects techniques du métier, c'est important, mais aussi les aspects fondamentaux, le respect de l'éthique, de la déontologie, une réflexion sur l'importance de notre métier, la responsabilité, bref, vraiment une charge de travail très importante qui pourra effectivement un peu changer de certains cursus universitaires que vous avez pu suivre, mais qui sera assez proche de ce que vous connaissez si, par exemple, vous êtes dans une classe préparatoire aux grandes écoles. Et puis après, notre formation, on mélange un peu les formes pédagogiques, donc à savoir que on va travailler soit sous forme de cours classiques, donc vous avez un cours sur une thématique, sous forme de cours hebdomadaires, donc chaque semaine on a à peu près une même structure de cours, soit sur des semaines qui vont être des semaines intensives sur une thématique, qui pourra être soit une thématique d'une forme de journalisme, par exemple en première année, une semaine autour du journalisme police-justice, ou encore une semaine thématique autour de l'information européenne, soit une semaine sur une spécialisation plus technique. Par exemple, en Master 2, en plus du cours IA et journalisme,
il y a toute une semaine consacrée au journalisme dit augmenté, c'est-à-dire comment l'usage des outils d'intelligence artificielle me permettent d'être plus rapide dans l'exercice de mon métier et comment c'est des outils qui peuvent à la fois m'aider mais aussi me permettre d'envisager des terrains d'investigation auxquels il aurait été très difficile d'accéder. On pense évidemment aux recherches sur des corps de données extrêmement importants, de lancer des outils de recherche sur Internet pour trouver des données ouvertes, etc., etc. Ensuite, il y a aussi la question des stages. Alors ça aussi, c'est un point spécifique des écoles et des cursus reconnus, c'est que vous avez un cadre de stage qui vous protège des abus des employeurs sur les stages, puisque autour des 2 années d'études, vous aurez à réaliser entre 12 et 26 semaines de stage, c'est-à-dire grosso modo 3 mois de stage chaque année. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on ne fait pas dans les cursus reconnus des stages de 6 mois. Voilà, on ne fournit pas ce type de stage. Pourquoi on fait cela? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en multipliant des stages courts, cela nous permettait de notre côté, cela nous permettait d'offrir à nos étudiants la possibilité de se rendre compte si tel type de fonctionnement dans une rédaction ou telle spécialisation les intéressait vraiment ou pas, et du côté des employeurs, de s'apercevoir des compétences de nos étudiants et très souvent de leur proposer dans la foulée des CDD pour leur fin d'études. Donc voilà où était le fameux slide qui présente effectivement ces différents groupes. Je ne vais pas m'attarder dessus puisque je l'ai déjà traité auparavant. Savoir aussi que nous sommes un institut pratique de journalisme, hein, c'est un peu le projet initial de notre fondateur, le professeur Pierre Miquel, qui en 1978 a voulu créer un lieu où travailleront ensemble des enseignants-chercheurs et des journalistes professionnels. Eh bien, dans cette logique-là, on est aussi sur des réalisations pratiques. Par exemple, cette année, les étudiants et étudiantes de première année éditent une newsletter, chaud devant, donc chaque jour donne sur une thématique particulière, consacre une newsletter à l'impact du climat et du dérèglement climatique sur la société. Et donc, une vraie newsletter qui a des abonnés. D'ailleurs, les abonnés sont en croissance. Et donc, tout cela se fait actuellement. Et puis, des publications avec des médias partenaires. Donc, ça veut dire que certains des travaux donnent lieu à des publications. Ici, quelques exemples. L'année dernière, un numéro spécial de l'IB sur les questions environnementales et climat. Il faut savoir que ces sujets de transition, ces sujets de climat sont des sujets tout à fait prioritaires au sein de notre université Dauphine, notamment au travers du département Dauphine Durable, auquel nous sommes complètement associés. Et donc, cela signifie que de nombreux sujets traitent de la question du dérèglement climatique et de la transition. Donc, nous avons des anciens qui sont répartis dans tous les médias. Ici, quelques exemples d'anciens qui sont dans des médias audiovisuels, avec effectivement des cursus, des parcours tout à fait différents, tout à fait exemplaires. Et tous partis avec la même formation, eh bien, vont avoir connu des destins différents, soit en présentation, soit en reporter de terrain, soit en grand reporter sur des terrains plus éloignés, soit dans des fonctions de médiation journalistique, soit dans des fonctions de responsabilité dans les rédactions. Tout ça, c'est le devenir des étudiants d'IPJ Dauphine. Une petite particularité que nous offrons à IPJ Dauphine PSL, c'est la possibilité de faire une année de césure dans une université de PSL au sein d'un cursus.
ou dans un autre diplôme de Paris-Dauphine, tout cela dans l'objectif de renforcer sa formation sur une compétence disciplinaire. Et ça prend des formes extrêmement variées, ça prend des formes assez classiques. Donc, par exemple, une étudiante, après son M1 journalisme, part faire un M1 d'économie avant de revenir faire son M2 de journalisme, ou part faire un M1 autour des questions environnementales avant de faire son M2 journalisme. Mais ça peut être aussi sur des sujets beaucoup plus pointus. Par exemple, une étudiante est partie une année à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm pour un cursus autour de la musicologie parce qu'elle voulait intégrer la rédaction de France Musique. Donc c'est quelque chose d'extrêmement large et ça représente à peu près 10% des étudiants dans une année normale qui vont demander une année de césure. Donc évidemment, c'est absolument pas obligatoire pour tous les étudiants, mais si vous avez un projet très particulier, on peut vous permettre de le réaliser de cette manière-là. On a une tradition depuis longtemps d'égalité des chances et d'écoute de la diversité au sein de notre département journalisme. Et donc, avec une collègue chargée de mission diversité et un collègue chargé de mission handicap, bien entendu, notre université dispose d'une cellule d'écoute contre les discriminations, les violences sexistes et sexuelles. C'est des sujets sur lesquels on est absolument intransigeant. Et ce qui nous a valu de demander la certification par l'AFNOR de nos procédures. Et donc, nous avons ce label diversité de l'AFNOR depuis 2014. Nous avons aussi nous appuyons bien sûr sur un laboratoire de recherche. Notre laboratoire de recherche IRISO a une spécialisation qui est la sociologie du travail. L'ancienne directrice de notre laboratoire, Dominique Méda, est une chercheuse reconnue sur ce domaine, et également sur les phénomènes électoraux. Erika Grigolianski, le directeur actuel de notre laboratoire de recherche, a travaillé sur les élections. Donc c'est des choses qui sont vraiment directement en relation avec le métier de journaliste, et c'est aussi des enseignants-chercheurs qui interviennent en tant qu'enseignants. Donc c'est vraiment être à IPJ Dauphine, avoir la possibilité d'avoir d'excellents journalistes professionnels qui vont intervenir dans le cursus, mais aussi des enseignants-chercheurs reconnus, experts et expertes de leur domaine. Un petit point sur l'alternance. Donc, à IPJ Dauphine PSL, nous sommes les premiers à avoir ouvert une formation en alternance depuis 2004. Donc, ça va faire 20 ans cette année, ce qui nous donne évidemment une expertise très forte sur la pédagogie de l'alternance. La formation en alternance va se présenter sur plusieurs formes, mais une conférence consacrée à l'apprentissage vous donnera ces détails-là. On est plutôt sur un parcours économique, puisque c'est effectivement ce qui est le plus demandé par les entreprises. Et donc cette alternance, elle se fait entre IPJ Dauphine PSL et une entreprise ou un média partenaire. Voilà, vous avez des données et des informations ici. Alors, avant de s'engager dans l'alternance, il faut savoir que c'est une voie très intéressante parce qu'évidemment, ça permet de financer ses études et de disposer d'un revenu pendant ses études, mais c'est aussi une voie extrêmement exigeante puisque vous allez devoir répondre à la fois aux exigences de l'entreprise et aux exigences de la formation. Donc, c'est à prendre en compte dans le cadre du choix que vous pourrez faire, même si, bien entendu, nous prenons en compte dans nos processus et nos modalités de contrôle des connaissances et nos processus d'évaluation la spécificité, bien entendu, d'étudiants qui sont en formation en alternance et qui donc acquièrent des compétences et des connaissances non seulement lorsqu'ils sont à l'école de journalisme, mais également lorsqu'ils se trouvent dans leur rédaction. Donc voilà, ici un exemple de rédaction, mais elles sont évidemment fort nombreuses, puisque nous avons grosso modo un tiers de nos étudiants qui vont faire qui vont suivre le parcours de formation par apprentissage en 2 ans, et sur les étudiants restants, une moitié va faire un parcours d'apprentissage en 1 an,
puisqu'il y a la possibilité soit de faire de l'apprentissage en 2 ans, M1, M2, soit de faire l'apprentissage en 1 an, M2. Donc, quelques mots maintenant sur le concours. Le concours se passe par une inscription sur la plateforme concoursjournalisme.fr. Donc, nous avons une capacité d'accueil de 48 places en Master 1. Et comme nous sommes un cursus agréé, c'est-à-dire une formation obligatoire en 4 semestres, il n'y a pas d'admission parallèle en M2. Donc, on ne peut pas accéder directement en M2, quelles que soient les équivalences que l'on pourrait présenter. On doit obligatoirement faire les 4 semestres de formation. Les épreuves d'admissibilité, il y a 3 épreuves. On a un volume de candidats ici 768 candidats en 2023 pour 48 places. Et donc ici, vous avez les étapes clés. La fermeture des inscriptions au concours, c'est le 20 mars. La date limite pour terminer les épreuves d'admissibilité, c'est le 25 mars. Et puis, vous avez après, du 21 mai au 7 juin, la période des oraux d'admission. Sachant que cette année, la conférence des écoles de journalisme a choisi comme date le 17 juin 2024 à midi pour que les candidats et candidates admis dans l'un ou l'autre des cursus puissent confirmer leur désir d'intégrer tel ou tel établissement. Donc, voici pour les grandes dates. Comment se passe le concours d'admissibilité, des épreuves d'admissibilité? Bon, il y a des épreuves qui sont des épreuves en ligne. Donc, vous avez un bloc qui concerne le dossier et le parcours, un bloc d'épreuves vidéo et un bloc d'épreuves rédactionnelles. Et ces épreuves, elles sont anonymes, donc c'est un point très important, je vais y revenir, mais c'est un point absolument fondamental auquel doivent veiller les candidats et candidates, c'est que leurs épreuves restent bien anonymes. Chaque dossier va être corrigé par par 2 évaluateurs indépendants, des évaluateurs et évaluatrices indépendants qui n'auront pas connaissance de qui est l'autre évaluateur et qui n'auront pas non plus connaissance, bien entendu, de qui est sur le dossier. Et cette question d'anonymat est tout à fait importante. Et donc, ensuite, au deuxième tour, une épreuve d'admission. Et cette épreuve d'admission, elle prend la forme d'un grand oral, qui va durer 30 minutes, on va y revenir ici. Vous trouverez sur le site internet le guide du candidat. Ce sont des conseils de préparation au concours réalisés par ceux qui ont réussi ce concours. D'ailleurs, vous voyez la photo de notre promo actuelle, de la 46e promo. Pour l'anecdote, cette photo a été prise dans un autre établissement de notre université, PSL, au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Donc voilà, donc ce ne sont pas les locaux de l'école de journalisme que vous voyez, mais celui du théâtre où les futurs grands acteurs français et françaises vont se former. Donc, des droits d'inscription au concours qui sont des droits dégressifs en fonction de votre situation ou de votre échelon de bourse. Tout ça est évidemment précisé sur le site de notre concours. Les dates clés, je les représente ici, mais bon, voilà. Enfin, retenez la première date la plus importante à partir d'aujourd'hui, c'est le 20 mars. Hein. Alors j'ai une question dans le fil auquel je vais répondre tout de suite. Oui, le grand oral, toutes les épreuves sont distancielles, hein, y compris le grand oral de fin que nous conservons en distanciel. Pour nous, c'est très important effectivement de ne pas contraindre les candidats et candidates à des dépenses complémentaires, notamment du fait de déplacement. Raison pour laquelle nous avons conservé toutes nos épreuves en distanciel, y compris ce grand oral de la fin. Hein. Donc, voici pour cette réponse. Alors, quelques chiffres sur la profession. La part des cursus reconnus est en hausse constante.
En fait, ces chiffres sont pas tout à fait exacts parce que parmi la part des cartes de presse des cursus reconnus, ne sont pas comptabilisés les étudiants par apprentissage. Pourquoi ils ne sont pas comptabilisés? C'est juste comment dire, une sorte de spécificité statistique pour que vous soyez, pour que votre carte de presse soit reconnue comme une carte de presse d'un diplômé en cursus reconnu, il faut que vous présentiez au moment où vous faites votre demande de carte de presse votre diplôme. Mais les étudiants en apprentissage ont déjà leur carte de presse, puisqu'au bout de 3 mois, lorsque vous êtes en apprentissage, vous avez votre carte de presse. Donc paradoxalement, alors qu'ils sont en école de journalisme, ils ne sont pas comptabilisés dans tes statistiques, donc en réalité, ces statistiques sont sans doute presque à doubler aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne les nouvelles cartes de presse. Tous les chiffres que je vous présente ici, vous pouvez les contrôler sur le site de l'Observatoire des métiers de la presse. Il y a un petit outil extrêmement intéressant qui vous permet de voir les évolutions de la profession depuis plus d'une vingtaine d'années sur tout ce qui peut vous intéresser, à savoir la question du type de métier exercé, dans quel type de médias, plutôt des médias écrits, des médias audiovisuels, le type de fonction, est-ce qu'on est plutôt rédacteur, chef de service, chef de rubrique, rédacteur en chef, la répartition par genre, la répartition par rémunération. Donc, vous avez vraiment tous ces éléments, quoi. Donc, et vous retrouvez ces chiffres aussi sur la carte de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. La profession s'est féminisée ces 20 dernières années. On est aujourd'hui quasiment à la parité. Et en tout cas, les nouvelles cartes de presse, depuis maintenant une vingtaine d'années, d'ailleurs depuis maintenant plus de 20 ans, depuis plus de 20 ans, les nouvelles cartes de presse sont majoritairement attribuées à des femmes. Et si on regarde aussi les périodes longues, on voit que sur la période d'une vingtaine d'années, ce qui est assez logique aussi, bien entendu, la presse écrite a un peu diminué et les médias audiovisuels, bien sûr, se sont développés, sachant que la profession est relativement stable. Il y a quelques diminutions d'emplois, mais on reste quand même sur un secteur relativement stable. Bon, voilà, tout ça aussi, c'est des chiffres de comparaison des revenus médians en fonction du cursus suivi. Bon, c'est assez logique évidemment que si on est suivi à un cursus reconnu, on ait une meilleure rémunération. Et vous voyez là que on est dans un périmètre où on est autour de 1500, 1600 nouveaux emplois par an. Il y a eu une année un peu exceptionnelle en 2020, mais voilà. Donc ça veut dire que les diplômés d'école de journalisme vont rentrer sur un marché de l'emploi où il y a 1950 emplois. Donc voilà, c'est un ratio assez simple à faire. Nous avons 48 diplômés sur un marché où il y a 2000 emplois. Donc pour les jeunes diplômés, il y a du travail qu'on peut trouver, quoi. Donc vous expliquer rapidement, mais vous retrouvez ça sur le site de notre université, qu'il y a à Paris-Dauphine, il y a une logique de droit progressif pour l'inscription, pour le suivi des droits de scolarité, que grosso modo, que ces droits sont calculés en fonction du revenu brut global de la famille. Donc, il y a différents plateaux qui sont indiqués ici. Et il y a ensuite des exonérations pour les familles s'il y a déjà des enfants dans l'enseignement supérieur, si la famille n'habite pas en Île-de-France, etc., etc. Donc voilà, sachez que de toute façon, les étudiants boursiers, jusqu'à un revenu brut global de 40 000 euros, c'est soit l'exonération pour les boursiers, soit les droits nationaux qui sont payés par l'année, c'est-à-dire 243 euros. Et après, en fonction des revenus de la famille, bien sûr, il y a une progressivité. Donc, le diplôme grave de master. Et pour conclure cette présentation et prendre vos questions, donc là, en 2025, les travaux seront achevés sur le campus de la Porte Dauphine, ce qui va nous rapprocher du quartier des médias et dont nous sommes très contents. Donc, alors, c'est pas tout ce bâtiment, c'est juste le premier étage. On aimerait bien avoir tout le bâtiment, mais c'est juste le premier étage. Et avec des installations totalement conçues qui sont en train d'être achevées et donc voilà, qui permettront d'avoir une école de journalisme. Alors, voilà, pour l'instant, comme vous voyez, ça c'est prévu pour la rentrée 2025.
Donc voilà, vous avez la salle de projection, le plateau télé, il y a encore un peu de travail, mais ici, le jardin qui a été créé pour les étudiants, donc il faut se projeter un tout petit peu dans ces images, mais c'est là notre grand chantier dans tous les sens du terme. Et donc, lorsqu'on suit un cursus comme le nôtre, on devient un journaliste à la fin, donc ce qui est bien normal. Voilà, alors on arrive à la fin de cette présentation. Je peux prendre encore quelques minutes si vous souhaitez poser des questions, auquel cas, pour ce faire, il va falloir utiliser donc la partie qui vous est donnée sur le côté de cette conversation. Et donc, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser, tout en sachant que vous allez avoir dans la suite, comme vous le savez, dans la journée, tout un ensemble de conférences qui vont être consacrées à l'un des différents thèmes que j'ai pu aborder ici aujourd'hui assez rapidement. La photo que vous voyez là, c'est la photo de la 44e promotion, celle que j'ai diplômée cette année, et donc lors de leur remise des diplômes. Donc voilà, la remise des diplômes a lieu au mois de novembre. Donc je ne vois pas de questions sur le fil. Donc écoutez, moi, je vais donc mettre fin à cette première conférence de la journée en vous disant attendez, j'ai vu une question qui est apparue. Alors d'abord, Léna nous pose la question. Bonjour monsieur, je ne sais pas si ma question est bête, mais est-ce qu'on peut être correspondant de presse à l'étranger? D'abord, lorsqu'on est journaliste, Léna, il n'y a pas de question bête car notre métier c'est de poser des questions et parfois même vis-à-vis de notre interlocuteur de jouer le naïf parce que ça nous permet d'obtenir des réponses. Mais bien entendu, les cursus à l'étranger, commencer à exercer son métier à l'étranger, ça fait partie de ce que font certains de nos étudiants, notamment ceux qui sont dans le parcours journalisme international. Dans le parcours journalisme international, dans le parcours journalisme international, il y a des correspondants internationaux qui interviennent, on parle des aspects très pratiques pour s'installer à l'étranger, et donc, bien entendu, c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Alors, Ariane me demande de revenir sur la diapo sur le revenu, sur les droits de diplôme, alors je vais faire ceci. La voici. Voici la diapo en fonction du niveau de revenu. Donc, je peux vous commenter cette diapo, mais peut-être que vous avez une question spécifique. Vous avez donc ici ces éléments-là, et donc de toute façon, tout se retrouve sur le site de notre université. Alors, dans le temps, si vous avez... donc, j'ai une question sur je suis étudiante en L3 de philosophie. Mon université ne me permet pas d'accéder à toutes mes notes. Est-ce handicapant pour l'admissibilité? Non, on connaît ces situations particulières. Il faut juste le préciser quand vous allez compléter votre dossier. Et de toute façon, la licence, on sait bien, elle n'est pas obtenue au moment du concours, donc bien entendu, c'est le service des inscriptions de l'université qui vous demandera de prouver, de fournir ces éléments. Vous me posez une autre question qui est de savoir s'il est possible de faire des stages à l'étranger. Alors, c'est pas simple de faire des stages à l'étranger. C'est possible, mais c'est pas simple. Ça peut se faire au moment, notamment de l'année de césure. Ça demande à être préparé dans le courant de la première année. Mais c'est possible de le faire, sachant qu'entre la première et la deuxième année, le stage, j'anticipe sur la question suivante, sachant que entre la première et la deuxième année, vous faites un stage obligatoirement en presse quotidienne régionale. Une question par rapport à la présentation du concours, cela nous désavantage si nous n'avons pas eu l'occasion de suivre un stage en amont. Ah non, nous ne faisons absolument pas du fait d'avoir effectué un stage une obligation dans notre école de journalisme.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous soyez renseignés sur le métier, mais on sait aussi que selon le réseau dont vous disposez ou selon l'endroit dans lequel vous vivez, il peut être plus ou moins facile d'obtenir les éléments concernant de pouvoir obtenir un stage. On va prendre une dernière question puisqu'on arrive à la fin de cette présentation. Les spécialités de première pour choisir, pour rentrer. Alors là, Perrine, c'est un peu, je pense que je vais répondre d'une façon large parce que ça porte aussi sur la formation que vous allez pouvoir suivre derrière. Hein. Nous, on souhaite avoir des étudiants qui viennent de cursus les plus larges possibles. Donc là, vous me posez une question sur les spécialités de première, mais je vous répondrai la même chose si vous me demandiez qu'est-ce qu'il faut avoir suivi comme cursus avant l'école de journalisme. Il faut avoir suivi le cursus qui vous intéresse. Il faut avoir fait quelque chose qui vous intéresse avant l'école de journalisme, que ça soit des langues étrangères, que ça soit du droit, que ça soit de l'économie, que ça soit de la philosophie, peu importe. Hein, vous êtes en train de constituer à votre première, lors de votre premier cycle, vous développez votre capacité de réflexion et c'est vraiment nous ce qui nous intéresse dans ce cycle. Donc, moi je dis toujours aux étudiants, suivez des études qui vous intéressent, vous ferez des bonnes études et nous ce qui nous intéresse c'est des étudiants aussi qui ont bien réussi leurs études. Donc voilà, on arrive à la fin de cette conférence. Merci de votre participation. Je vais remercier Clara Herman, qui est la responsable de la communication d'IPJ Dauphine PSL et donc qui assure l'ensemble de la technique de cette journée et l'ensemble du suivi. Et puis pour vous dire que cet après-midi, la journée portes ouvertes se poursuit sur site. Et donc si vous êtes à Paris ou en région parisienne, n'hésitez pas à venir cet après-midi 24 rue Saint-Georges. Merci à toutes et tous et je vous souhaite bonne chance pour la réussite de notre concours et de tous les concours que vous avez pu présenter.